Bonjour, merci d'accueillir un anesthésiste dans un congrès de chirurgie, c'est pas tous les jours. Alors 10 minutes pour vous réconcilier avec l'anesthésie, c'est un peu court, donc on va plutôt parler d'anesthésie et de chirurgie du rachis. Alors, dans la prise en charge périopératoire, on m'a demandé de vous parler de la prise en charge périopératoire. C'est un peu vaste, donc il va falloir qu'on focalise et qu'on fasse des choix. Et ce qui est plus intéressant, plutôt que de s'intéresser uniquement à la chirurgie et à l'anesthésie, c'est de s'intéresser à l'ensemble du chemin clinique du patient. Et le chemin clinique du patient, il va comprendre la prise en charge préopératoire, le péropératoire et évidemment le post-opératoire. Et alors c'est un peu petit. Contrairement à ce qu'on a un peu dit au début, moi je dis plus on est vieux, plus ça se complique. Alors certes, on peut avoir des résultats fonctionnels qui sont bons, on peut avoir des résultats chirurgicaux qui sont bons également, mais globalement, quand on regarde la littérature, on voit qu'il y a quand même plus de complications médicales une fois que l'âge avance. Et quand on va rentrer un petit peu plus dans le détail, les complications médicales, elles vont survenir chez les patients qui présentent des fragilités. Donc sur ces deux études qui avaient été sélectionnées, alors effectivement c'est volontaire, hein, c'est des métastases. Sur les métastases, quand on regarde les complications post-opératoires, les sujets jeunes de moins de 70 ans vont avoir 7% de complications. 18%, pardon, 23% quand on a entre 70 et 80 ans et plus de 33% quand on est à plus de 80 ans. Et sur la même série qui avait été présentée dans Spine, sur les complications à 30 jours, les jeunes qui vont plutôt bien en général avaient 12% de complications versus plutôt 18% chez les plus de 80 ans. Donc on sait quand même que plus on est vieux, plus il va être difficile et il va y avoir des complications médicales à prendre en charge. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut opérer ces patients ou est-ce qu'il faut tous les récuser? Évidemment que la réponse est non, on ne va pas tous les récuser, mais on va dépister les fragiles et on va proposer une prise en charge spécifique pour les patients qui sont fragiles. Clegg, en 2013, avait évalué cette possibilité et on voit bien que des fragiles, il en existe dans toutes les catégories d'âge et ce n'est pas seulement l'âge qui va être le critère, mais entre 65 et 69 ans, on peut avoir 4% de fragiles et jusqu'à 26% après 85 ans. Et c'est à eux qu'il va falloir proposer une prise en charge spécifique, comme vous le disiez Laurent juste avant. On va rapidement balayer les 3 périodes périopératoires et sur la période péropératoire, c'est celle que je vais faire en premier, tout simplement parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses et c'est pas là qu'il y a le plus de choses à gagner. Sur le type d'anesthésie, il n'y a pas de différence et de prise en charge particulière au niveau du patient parce qu'il est âgé, hormis le fait de bien faire notre travail. Et bien faire notre travail, les derniers éléments qui peuvent être un petit peu up-to-date, c'est de monitorer la profondeur de l'anesthésie pour éviter d'avoir une anesthésie trop profonde et donc utiliser des monitorages de type BIS que vous avez pu voir sur la tête des patients, mais qui n'est pas encore quelque chose qui est utilisé en routine et de façon standard. Après, c'est ce qui va être la gestion du saignement péropératoire et surtout la préparation et l'anticipation des saignements préopératoires en intégrant les patients dans des programmes de gestion du blood management en préparant en préopératoire avec de l'EPO par exemple pour anticiper un saignement et éviter d'avoir recours à la transfusion et à des anémies post-opératoires importantes. Donc ça, c'est valable pour toute la chirurgie hémorragique d'orthopédie. Là où il y a plus de choses à faire et plus de choses intéressantes, c'est en préopératoire et en post-opératoire. Sur la préparation du patient, il va y avoir toute la partie information, nutrition. Sur le jeûne préopératoire, les règles ont un petit peu évolué ces derniers temps et donc on est beaucoup moins restrictif avec un jeûne qu'on va faire pour les solides de 6 heures avant l'intervention, mais on va autoriser les liquides clairs qui sont eau, thé, café ou jus de fruits sans pulpe jusqu'à 2 heures avant. L'intérêt de ça, c'est d'éviter la déshydratation préopératoire et les complications hémodynamiques pér- et post-opératoires. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes. Et là où il y a encore plus de choses à faire, c'est sur la partie préhabilitation et suivi gériatrique personnalisé. Là-dessus, sur la préhabilitation, l'objectif, donc c'est un peu le même schéma qui vous a été présenté tout à l'heure. Vous avez un patient qui est avec un niveau de réserve qui va être à un niveau donné et le but d'un programme de préhabilitation avec par exemple du sport, de la renutrition avant l'intervention va être d'augmenter ses réserves physiologiques, physiques et nutritionnelles, voire mentales pour lui permettre de ne pas passer sous le seuil de dépendance et de fragilité. Donc c'est un espèce de coaching médical et chirurgical avant l'intervention pour qu'il soit au-dessus en permanence de ce seuil de dépendance et de limitation. Est-ce que ça marche un programme de préhabilitation? Sur cette étude de Lee, qui est une méta-analyse,
Si on regarde le résultat de la méta-analyse sur la récupération à 6-8 semaines, le résultat était favorable et c'est également favorable sur la douleur et sur d'autres critères. Donc oui, les programmes de préhabilitation fonctionnent. Le problème de cette méta-analyse qui est publiée en 2016, c'est que chaque équipe, en gros, avait son programme de préhabilitation, donc personne ne fait la même chose, que les types d'exercices sont différents, que la durée de la préhabilitation et du coaching préopératoire, on n'en a aucune idée à l'heure actuelle, et en plus, quasiment dans la totalité des études, la compliance au programme n'était pas évaluée, donc on ne sait pas si les patients le font vraiment ou pas. Mais même avec toutes ces limitations-là, a priori, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc là, on a du gain, on a des choses à aller chercher pour préparer les patients, pour les coacher pour une intervention chirurgicale, et d'autant plus quand ils sont fragiles. Associé à la alors, ça c'était, je ne vous ai pas précisé, mais c'est une étude qui concerne la chirurgie orthopédique pour les remplacements de prothèses de hanches et de prothèses de genoux. Si vous voulez savoir si c'est quelque chose qui fonctionne dans la chirurgie du rachis, l'étude est en cours, donc peut-être qu'un jour on aura le résultat, mais pour l'instant il n'est pas encore publié. Associé au programme de préhabilitation, on va pouvoir proposer un suivi gériatrique individualisé. C'est ce qu'on vous a présenté juste avant, c'est-à-dire qu'on dépiste les fragiles et une fois qu'on les a dépistés, qu'on les a trouvés, ceux-là, on va les intégrer dans un programme de suivi gériatrique individuel avec une prévention, une préparation et une récupération plus rapide. Est-ce que ça fonctionne, le suivi gériatrique individualisé? 108 patients sur une étude pilote avant-après, toujours de la chirurgie orthopédique. Et le critère principal qui va nous intéresser, qui va être par exemple la confusion post-opératoire, le délirium, sans suivi gériatrique individualisé, vous aviez jusqu'à 10% de confusion post-opératoire, alors qu'avec, il n'y en avait que 3%. Pareil sur les complications sur la douleur, par exemple, où vous avez 30% de douleurs qui ne sont pas contrôlées sans suivi gériatrique individualisé et seulement 1% quand vous avez un suivi gériatrique individualisé. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, mais les ressources en médecins qui vont pouvoir assurer ce suivi gériatrique individualisé sont rares, et donc par définition, il faut sélectionner les patients pour mettre ceux qui en ont le plus besoin dans ce type de programme. Là, également, sur le tableau du bas, avec l'étude de Partridge, qui est quelque chose de très récent, 2017, chirurgie vasculaire, 209 patients. En orange, vous avez ceux qui ont bénéficié d'un suivi gériatrique individualisé. Le nombre de patients qui faisaient des complications était beaucoup moins important, moins de complications chirurgicales également, et avec des délais d'hospitalisation qui sont plus courts. Une fois qu'on a parlé du préopératoire où on a préparé ces patients, le péropératoire où on essaye de faire au mieux notre prise en charge, en post-opératoire, il y a également des choses à faire. Sur l'analgésie, on va éviter les médicaments qui vont donner des syndromes confusiogènes, donc on évite tous les paliers 2, on évite l'acupant notamment, qui est totalement contre-indiqué, le tramadol est également contre-indiqué, et on va s'orienter vers des stratégies multimodales associant paracétamol et morphine. La thromboprophylaxie ne présente pas de particularité éventuelle. Après, il faut réalimenter les patients rapidement, il faut les déperfuser rapidement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration dans des programmes de réhabilitation rapide après chirurgie. Est-ce que la réhabilitation rapide après chirurgie est quelque chose qui fonctionne chez le sujet âgé? En 2014, sur une série d'orthopédie, ils ont comparé sur la totalité des patients sans réhabilitation rapide et avec réhabilitation rapide. Les résultats sont très en faveur d'une efficacité de la réhabilitation rapide après chirurgie, y compris chez le sujet âgé. Alors les séries sont petites, 2000 malades sur la totalité, 134 seulement qui avaient plus de 85 ans, mais c'est efficace sur les durées de séjour, sur les complications, sur les réadmissions. Tout ça montre l'efficacité d'un programme de réhabilitation rapide. Donc, la dernière chose aussi, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est est-ce qu'on fait mieux quand on opère beaucoup de patients fragiles? Clairement, la réponse est oui. Vous avez le centre de référence où ils opèrent entre 10 et 60 patients par an diagnostiqués comme fragiles. Donc là, on est sur une série de 63 000 patients en rétrospectif. Et plus on va opérer de patients, plus on va réduire la mortalité. Là, on est sur un critère qui est extrêmement robuste parce qu'on divise par 2 la mortalité quand on en opère au plus de 200 par an. En conclusion, ce que je peux vous proposer sur des programmes de prise en charge périopératoire, en association avec l'ensemble des équipes, qu'elles soient gériatriques, chirurgicales et anesthésiques, c'est de faire rentrer les patients dans un programme de préhabilitation et de réhabilitation, et ça c'est valable pour la totalité des patients, et on sait très bien que les sujets âgés très fragiles en bénéficieront encore plus. Et associé à cette prise en charge, il faut absolument dépister les fragiles pour leur proposer une prise en charge spécifique avec un suivi gériatrique personnalisé
accentuer le monitorage péropératoire de profondeur d'anesthésie et éventuellement d'hémodynamique. Et après, je ne vais pas m'avancer sur un terrain de la chirurgie mini-invasive qui va plus vous concerner, mais qui, a priori, dans ce que j'ai lu, peut également réduire les complications post-opératoires chez les malades les plus fragiles. Je vous remercie.